Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live hebdomadaire pour refaire un petit peu le point sur tout ce qui se passe en formule de promotion. Nous sommes fin janvier, mais déjà, un championnat se termine avec la formule régionale Océanie. Il y en a certains qui sont à mi-saison, c'est notamment le cas d'Andy Consani, nos amis Jules Roussel et Andrea Dupé, notamment à mi-saison pour leur championnat hivernal, hein, on les reverra la suite de l'année quand même. Salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat, une pensée à ceux qui ne sont pas là, puisqu'on en a parlé sur Discord, il y en a a priori qui ont cours à 18h30, bah force à vous. Force à vous. Évidemment, j'ai préparé un petit PowerPoint, on a quand même pas mal de petites choses à évoquer. Évidemment, voilà, oh le PowerPoint qui s'affiche dès le premier coup, magnifique. On va très rapidement parler Formule 1 parce que ça peut avoir tout ce qu'on voit actuellement en Formule 1, ça peut en fait avoir une incidence. On se projette, hein, mais une incidence sur le mercato F1. Comme je l'ai dit sur les précédents lives, les performances des équipes vont déterminer quelles équipes sont séduisantes pour les pilotes, quelles équipes ne le sont pas, quelles équipes pourraient récupérer des rookies en 2027. Bref, donc voilà, évidemment, on parlera des autres actualités de la semaine, côté de l'Eurocup 3, plusieurs annonces de pilotes, évidemment de la Formule 4, on parlera tout simplement du week-end qui vient de se terminer, avec beaucoup de rebondissements. Au Moyen-Orient, on va dire que c'était un petit peu prévisible, en tout cas plusieurs podiums, un double podium de notre Français Andy Consani. On a aussi la Formule régionale Océanie qui s'approche de son dénouement et il y a beaucoup de choses à dire parce que la bataille au titre va être serrée jusqu'au bout entre 6 pilotes. Je l'ai déjà dit, j'adore ce championnat et je le redis. Voilà, branchez-vous ce week-end. Bon, alors c'est des horaires pas possibles, mais regardez en rediffusion si vous pouvez pas regarder en direct. Moi, je ne regarde pas en direct vu que les courses sont à 4h du mat. Mais voilà, on va avoir une bataille au titre de fou furieux, possiblement. Et puis, il y avait aussi la Formula Winter Series où Dries Van Langendonk, le pilote belge, a déjà fait d'excellents débuts. On commence sans plus tarder par la grosse actualité, on va dire, de la semaine. Elle était attendue, hein. Je vous en parle depuis octobre. Je pense, enfin, j'en ai parlé même sur des lives, je pense en 2024, non peut-être pas 2023, mais voilà, je pense en 2024, on l'avait déjà évoqué. Freddy Slater rejoint enfin officiellement l'Académie Audi. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, hein, pour être parfaitement honnête. Surtout que la semaine dernière, il y a eu l'annonce de la création de l'Académie Audi avec Alan McNish à sa tête. Et c'est bizarre d'annoncer une académie sans aucun pilote, puisque officiellement ça voulait dire que l'académie Audi n'avait aucun pilote pendant une semaine. Et là, enfin, ils ont annoncé Freddy Slater. Évidemment, tout le monde tombe des nues. C'est pas comme si Alan McNish, responsable de l'académie Audi, avait accompagné Freddy Slater sur la fin de saison 2025 en Freca. Donc, on peut pas dire qu'on soit extrêmement surpris. Surtout pourquoi ça fait sens. Freddy Slater, vous le savez, c'est le gars quand même super talentueux, même si voilà, il y a quelques failles, on a pu le voir à Macao, on peut le revoir cet hiver en Nouvelle-Zélande, mais voilà, palmarès déjà dingue, champion de Freca, champion de F4 italienne, notamment des titres très prestigieux en karting, très jeune, ça reste un pilote né en 2008, ça reste le meilleur talent de sa génération, c'est aussi celui qui amène beaucoup de budget. Je crois que son père fait partie des 100 plus grandes fortunes du Royaume-Uni, donc ça vous pose un petit peu le gars qui teste à droite, à gauche tout le temps, qui roule en compétition, qui fait tout plein de championnats différents. Donc voilà, il est super préparé, il a tout pour lui, et surtout, avant, sur les mois précédents, sur les années précédentes, il avait toujours refusé des académies parce qu'il n'en a pas besoin. Avec tout le budget qu'il a, il peut progresser en F3, il peut progresser en F2 sans besoin d'être dans une académie. Donc il voulait s'ouvrir le plus de portes. Et pourquoi il a choisi l'académie Audi? L'académie Audi qui débute, Audi qui est certes le constructeur, un des constructeurs les plus victorieux en sport automobile, mais qui reste une équipe qui a tout à découvrir de la Formule 1 et qui va donc devrait normalement jouer le fond gris, mais sauf que voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer en 2026. Bref, en tout cas, ils ne font pas partie des favoris cette année, et c'est une équipe qui va progresser petit à petit pour probablement jouer les sommets dans quelques années. Euh, donc pourquoi rejoindre cette académie et pas, je sais pas, l'académie McLaren, l'académie Red Bull, des top teams déjà assumés depuis plusieurs années, qui ont déjà lancé des pilotes, Mercedes, Williams, que sais-je encore.
Bah, tout simplement, le timing est parfait. Le timing est parfait pour Freddy Slater. Tout le monde le voit. Alors par contre, ça lui met une énorme pression, qu'on soit bien d'accord. Mais tout le monde le voit comme le favori de la saison 2026 de F3 parce qu'il rejoint Trident, Trident qui a remporté les 3 derniers titres pilotes avec Leonardo Fornaroli, non, Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli et Rafael Camara. Et donc voilà, il sera le favori, même s'il est rookie, ça sera le favori. On peut imaginer qu'en 2027, il rejoindrait comme Bortoleto, comme Fornaroli, comme Camara avant lui, qu'il rejoindrait Invicta en Formule 2, qui est l'équipe qui a gagné les derniers titres aussi. Et donc, il pourrait gagner aussi il est en quelque sorte déjà le favori de la saison 2027 de Formule 2. Ça paraît complètement dingue, mais c'est déjà le favori pour cette saison-là. Et puis voilà, bah du coup, après la F2 en 2027, c'est la F1 potentiellement en 2028. Il serait dans l'année de ses 20 ans. T'as un pilote, chez Audi, t'as un pilote vieillissant. Alors Nico Hülkenberg, il est né en quelle année 87, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il en sera à ses 40 ans. Voilà, on peut aussi imaginer qu'il sera quand même dans une fin de cycle, qu'il est très utile. Nico Hülkenberg est vital pour une équipe comme Audi actuellement en début de projet pour avoir un pilote d'expérience, c'est très très bien. Mais voilà, Bortoleto en plus, il va probablement s'affirmer, il va probablement s'affirmer en 2026, en 2027. Donc, il pourra reprendre un petit peu le leadership, et voilà, Slater pourra prendre la place d'Hülkenberg en 2028. Ça paraît tracé. Maintenant, il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent entrer en compte, à quel point Audi peut performer. Imaginons que Bortoleto performe trop. Est-ce qu'une autre équipe peut aller le choper? C'est pas impossible. C'est un ancien pilote McLaren, par exemple. Il y a des rumeurs très farfelues à ce stade, vu qu'on ne sait pas les performances des équipes, mais qui évoquaient des rumeurs chez Ferrari, mais enfin voilà, ces rumeurs n'ont aucun sens. Mais c'est vrai que Bortoleto, voilà, jeune pilote, on ne sait pas quel est son potentiel, on va dire, jusqu'à à quel point il peut exploser. Donc potentiellement, c'est un pilote qui peut partir de chez Audi aussi. Mais bref, l'avenir semble tout tracé pour Freddy Slater. Maintenant, c'est sûr que ça lui met une grosse pression. Et gagner le titre en F3 ne sera pas non plus forcément évident, puisque face à lui, chez Campos, il y a quand même des grosses menaces. Hugo Chukwu qui l'affronte cet hiver en Nouvelle-Zélande, et pour l'instant, Hugo Chukwu le domine. Il y a aussi Théophile Nael, notre Français, bien évidemment. Il y a aussi d'autres pilotes, mais qui partent d'un petit peu plus loin, notamment à cause de leur équipe. On va dire que globalement, en 2025, il n'y a que Trident et Campos qui ont vraiment joué le titre jusqu'au bout. Donc, il y a des pilotes qui ont énormément de talent. Je pense à Alessandro Giusti, je pense à Tuka Taponen, peut-être à Mattia Kolnaghi, mais ils sont chez MP. Et donc, voilà. Bref. Freddy Slater reste le favori, ça va lui mettre une grosse pression. C'est le favori pour 2026 en F3, le favori pour 2027 en F2, potentiellement avec Invicta. Et voilà, pour lui, la route semble toute tracée pour Audi 2028 et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai complètement fumé hein, sur les. J'ai pas changé. J'ai pas changé sur le PowerPoint. J'ai gardé la diapo du live précédent. Slater, Audi, F1, ouais, voilà. Euh, salut à ceux qui rejoignent dans le chat. Percy, je peux te DM pour de l'aide dans mon jeu. Ouais, sûrement. Tu fais Fin Fantasy, c'est ça? Je suis pas sûr d'être très bon. Hein. Ciao Percy, how good is Macagnani? The guy is crazy rich. Niccolo Macagnani, donc pilote italien, Italian driver, who races in F4 UAE, donc qui roule en F4 Emirati. C'est donc ça le journaliste de Feeder Series. Et oh oh. Donc qui roule en F4 Emirati. Beaucoup, beaucoup de budget. Il roule en Formule 2 déjà. Il a 15 ans. C'est un pilote italien de 15 ans qui est protégé de Ferrari. Euh, il roule à 15 ans dans des Formules 2. Et on va en parler, mais ce week-end qu'il a fait en F4 Emirati, certes, il est très très riche, mais le talent, enfin l'argent n'achète pas le talent. Freddy Slater, lui, il combine les deux. C'est pour ça qu'il est très intéressant pour tout le monde. Il combine les deux. Macagnani, pour l'instant, ça reste un pilote très jeune, il peut se développer, etc. Mais actuellement, il a testé, roulé partout, partout dans tous les circuits, il a limé la piste. Et bah, pour le moment, c'est pas très intéressant. Il y a quelques coups d'éclat, parfois, sometimes, time to time, in qualification. He manages to do some good stuff, but in races, it was quite poor. But for the moment, voilà.
c'est un pilote qui est très jeune, qui donc voilà, on peut pas non plus le descendre juste sous prétexte qu'il est riche et donc voilà, on peut se permettre de le descendre. Non, voilà, ça reste un pilote très jeune et qui doit prouver sa valeur face à des coéquipiers. Et ouais, voilà. Ferrari qui se sont encore fait voler l'un des plus gros talents italiens. Voilà, enfin Ferrari préfère recruter des pilotes fortunés. Il préfère recruter des pilotes très talentueux, comme des pilotes très riches comme Mac Hagnani, et du coup il passe à côté de pépites italiennes. Voilà, on a souvent reproché à Ferrari de ne pas recruter des pilotes italiens. Bon, ils recrutent Nicolo Macagnani pour son portefeuille. Ils ont aussi recruté Filippo Sala, qui est un très très bon pilote en karting. Mais pour moi, ils se sont fait choper le plus gros talent de la génération 2014. Vous allez me dire, Percy, arrête de les surveiller dès la maternité. Mais voilà, dans la génération 2014 actuellement, il y a un nom qui se détache en particulier, et il est italien, et c'est Mercedes qui l'a chopé, c'est Nicolo Perico. Voilà, on en reparlera, il y aura une diapo sur le premier week-end de karting, mais voilà, futur pilote Mercedes donc, va espérer sûrement faire un projet Antonelli 2.0 avec lui. I don't know the budget about Filippo Sala, I don't know. I know, je le connais moins, Filippo Sala, mais c'est un très bon pilote, donc mais je le classe pas en talent générationnel pour le moment. Mais voilà. Non, mais oui, Macagnani qui a testé en F2 non, je crois à 15 ans, je crois. Mais enfin, c'est débile. Surtout à quoi ça lui sert? À quoi ça lui sert? Tout ça pour être un petit peu. Enfin, je vais pas dire ridicule. Il est pas ridicule en F4 Emirati cet hiver, mais voilà. Enfin, c'est compliqué un petit peu les courses. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'enfants de 12 ans qui rejoignent des académies, bah Perico il a 11 ans du coup, hein. Aval Lorenz, ça a l'air d'avoir une combinaison Aston Martin. Moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ça, hein, avec toutes ces académies qui recrutent des pilotes dès le karting. Grand bien leur en face, hein, à tous ces pilotes, c'est très très chouette pour eux d'être déjà avec des académies. Mais quand on voit l'incertitude qu'il y a quand tu passes du karting à la F4, enfin du karting à la monoplace, c'est des choses complètement différentes. Je trouve pas ça super pertinent et pour moi c'est un peu j'imagine c'est un petit peu pour les verrouiller, pour les sécuriser au cas où ils percent, mais c'est... S'ils financent, et je pense que c'est le cas de certaines académies qui financent des saisons en karting, ou en tout cas une partie des saisons en karting, pour moi c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, hein, pour être parfaitement honnête, hein. Et puis oui, voilà, parfois t'as Williams qui lâche les pilotes, enfin qui a lâché Sarah Matsui, pilote féminine japonaise, euh, qui n'a toujours pas fait ses débuts en monoplace. Et t'as Mercedes aussi qui avait recruté plusieurs pilotes en karting, qui a lâché Julia Monlor aussi. Mais voilà, enfin, ouais, pourquoi? Pourquoi? Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle, surtout quand tu vois le nombre de pilotes très intéressants qui sont encore libres qui n'ont pas d'académie, et qui sont en F4, qui sont en formule régionale, qui sont en F3. Quand tu vois, on va prendre que le côté français, mais voilà, quand tu vois que des gars comme Naël, comme Munoz n'ont pas d'académie, même Deligny n'a pas d'académie, tu vois que Emanuele Olivieri n'a pas d'académie, c'est c'est bizarre. Enfin, pourquoi s'acharner à aller recruter des gosses de 8 ans je dis 8 ans, mais il y a Cadillac, enfin Cadillac Andretti, qui a un gosse de 9 ans dans son académie, hein, quand même, hein, qui a l'air très prometteur, mais voilà, pourquoi? Oui, Biron Bagdi sans académie, mais c'est un petit peu moins une surprise, désolé. Bon, donc voilà, Slater par contre, lui, il était, il était, on va dire, voulu par tout le monde, et c'est lui qui a fait le choix. Donc, I'm a personal trainer. I work with Angelo Pecoraco, W driver and driver coach of the son of Toto Wolff. Oui, il y a le fils de Toto Wolff qui roule qui roule en karting à l'international. Jack Wolff, je crois. For him, the most talented driver is Jacopo Martinezze. Hmm, ok. Jacopo Martinezze qui roule aussi en F4 Emirati, qui roule en monoplace là actuellement et qui est assez discret. Mais encore une fois, il y a des différences en karting. Les pilotes peuvent être extrêmement talentueux et puis ensuite, bah, c'est plus compliqué en monoplace. Pour l'instant, Martinezze très discret en monoplace cet hiver. Et non, ils n'ont pas d'académie officielle Cadillac. C'est pour ça que je me suis repris. C'est plutôt un pilote Andretti.
Mais je me rappelle plus il y a un initial genre TWR ou qui est derrière la société, qui est derrière Cadillac, on va dire. Mais enfin Dan Taoris, TWG, merci. Merci, merci Batchy28. Voilà, et eux, ils sont derrière Zane Burgess, voilà, qui est un gosse de 9 ans en karting, quoi. C'est aussi les premières courses de Trident F4. Ouais, ah, écoutez, la F4 Emirati, on en reparlera un petit peu, un petit peu plus tard. Mais oui. D'ailleurs, il y a un pilote suisse francophone qui roule là-bas. Bon, c'est un petit peu compliqué pour Trident F4 actuellement, mais oui, il débute en F4. Parmi l'actualité de la semaine, on a plusieurs choses à évoquer rapidement avant de passer sur les previews, les débriefs du week-end, etc. Parmi les choses que je voulais évoquer, on a Saint-Éloque. Saint-Éloque, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo à leur sujet pour un petit peu revenir sur leur histoire. D'ailleurs, oh, merci beaucoup Kimi63 pour ton 17e mois de sub consécutif. Bonsoir Percy, depuis quand ça pleut à Abu Dhabi? Bah au moins la pluie nous a apporté un petit peu de peps. Un petit peu de peps en formule régionale Moyen-Orient. Et d'ailleurs, j'en profitais aussi pour remercier Julien Enviave qui avait fait son 18e mois de sub avant le début du live en disant mais non Slater avec Audi. Bon voilà, c'était pas une très très grande surprise, on va pas se le cacher. Hop. Euh, J'ai pas trop raté? Non, t'as juste raté la partie Slater chez Audi. Voilà, et globalement, je critique les académies qui prennent des pilotes de karting dès le berceau. Mais voilà. Ouais, bah Nitrin, t'en fais pas, on va en parler. On va aussi parler de la Formula Winter Series. Je pense que t'as envie qu'on parle des succès d'un certain pilote belge. Je crois, hein. Pecoraco told me Justy was always the fastest in fast corners. He tested French F4 with him. Purée, c'est intéressant. C'est intéressant. Euh, Cadillac, s'ils sont malins, ils prennent Max Garcia, ils le mettent en F2 en 2027 et F1 2028. Alors Max Garcia, attends, c'est un 2009, je crois. Est-ce qu'il aura l'âge pour la F2 en 2020, en 2009? Oui, oui, il aura l'âge en fait. Ouais, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Ouais, pour le moment, Max Garcia, il doit montrer son talent dans des catégories plus relevé, on va dire. Oui, il tabasse tout le monde aux US, mais pour l'instant, je crois qu'il a fait que de l'USF Pro 2000, enfin, donc qui est la troisième division de l'IndyCar. Pour le moment, voilà, on attend qu'il soit dans des championnats vraiment compétitifs, style Indy Next. Consani had very few days of testing. Mercedes is paying 75% of his season at least. Bah oui, Consani n'a pas testé, tout simplement. Il n'a pas testé depuis octobre, hein, depuis la fin de la F4 italienne. Consani n'a pas testé, mais on en a parlé lors du live précédent, ce qui rend les performances d'Andy impressionnantes cet hiver, quoi. Des écuries qui prennent des pilotes de karting, tu critiques Consani chez Mercedes. Non, 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 non. Puisque Consani, justement, il avait déjà fait des tests en monoplace. Et au vu des résultats de Consani en karting, tu t'attendais pas spécialement à ce qu'il explose comme il le fait actuellement. Mais justement, il avait fait des tests en monoplace. Et c'est là où, voilà, c'est là où j'ai embarqué dans le train au volant Richard Mille et où je me suis dit, purée, lui, il va falloir le surveiller de très très près. Donc non. Mais par exemple, même si voilà, j'adore Mani Nuvolini et qu'il a énormément de talent, mais voilà, pour moi, prendre des pilotes de karting, c'est un risque. Voilà, c'est un risque pour les académies, quoi. Slater chez Audi, on a eu le droit à la même présentation tous les 3 mois depuis un an, j'ai l'impression. Mais enfin, c'est officiel. Enfin. Williams, Red Bull, Mercedes are the only serious academies. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, c'est les seules académies, it's the only academies that value talent and that pay a part of the seasons of their drivers. Donc, non, si, Red Bull, si. Alors, Red Bull, ils sont. Enfin, voilà, évidemment, on peut critiquer Red Bull, puisque c'est vrai qu'ils ont viré Enzo Dellini et Jules Garanta récemment, mais voilà, ça reste. C'était après une saison un petit peu en dessous des attentes. Voilà. Voilà, ils les jettent s'ils sont pas performants. En soi, Deligny et Caranta, ils avaient montré des choses, hein. Mais voilà, mais si tu performes vraiment, bah voilà, ça va grimper, ils vont les emmener dans les catégories au-dessus. Et ils donnent leur chance aux jeunes. Mais bon.
Euh, Ferrari is paying for Tapponen and nobody else. Hein, Tuka lost? Ah ouais, Tapponen aurait perdu son sponsor, intéressant. Puisque il était soutenu par Vihuri, qui soutenait aussi Bottas à un moment, entreprise finlandaise. Ok. Ok, ok. Bref, parmi l'actualité de la semaine, voilà, Saint-Eloc qui annonce une arrivée en F4 italienne. Donc, comme je vous l'avais dit, voilà, il y avait une vidéo qui était sortie, je crois, en novembre dernier, pour dire que globalement ça paraissait un petit peu comme la fin du trajet pour Saint-Eloc après les victoires, le titre en F4 espagnol, après les victoires aussi en Freca avec Théophile Nael notamment. Ça avait été un petit peu compliqué ensuite, 2025, et ils ont disparu de la F4 espagnole, ils ont disparu de la Freca, ils ont disparu de l'Eurocup 3, ils ont disparu de tous les championnats monoplace, et j'avais eu vent, après ma vidéo, qu'il y avait des espoirs potentiellement pour qu'il soit, pour qu'il aille pour que Saint-Éloque revienne en F4 italienne, mais ils n'ont pas testé pendant l'hiver. Et donc là, ils l'ont officiellement annoncé sur Insta en disant, en faisant une annonce comme quoi ils cherchaient des pilotes pour 2026 pour la F4 italienne. J'ai du mal à être optimiste. Hein, parfait. Enfin, j'espère. Moi, c'est tout ce que j'espère. Saint-Éloque, voilà, je les ai soutenus dès le début. Enfin, je les avais un peu, j'avais un petit peu été l'un des premiers à évoquer l'arrivée de Saint-Éloque en monoplace. Euh, mais mais il va y avoir un souci là pour moi. Enfin, il va y avoir un souci. Il peut pas y avoir... Bah non, la F4 italienne ne peut pas se retrouver avec 50 voitures, mais là, il y a tellement d'équipes qui annoncent aller en F4 italienne que ben non, il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est pour ça que je suis pas. C'est pour ça que pour le moment, j'ai du mal à être très optimiste sur cette annonce, et surtout l'annonce qu'ils ont fait, c'est pour un appel pour aller recruter des pilotes. Je suis désolé, on est fin janvier. Recruter, enfin demander sur Insta, faire une annonce pour recruter des pilotes, ça montre que c'est un petit peu compliqué. Donc on garde la foi, on garde la foi et on espère que ce post Insta bah, va trouver preneur, on va dire. Mais pour le moment, non. Avec R-Race, avec Prema, avec PHM, avec Van Amersfoort, avec US Racing, avec Genzer, avec AS Motorsport, avec même d'autres équipes voilà, qui sortent un petit peu de nulle part. Mais il y a une équipe argentine, par exemple, qui a dit qu'elle rejoindrait le championnat. Mafia Racing, etc. Kram, voilà, Kram Motorsport, peut-être AKM qui pourrait revenir aussi. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il n'y a que 36 voitures sur une grille au final. Oui, Trident, bah oui, Trident qui a annoncé rejoindre le championnat, avec minimum 3 voitures, je pense. Et bah, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc voilà, on va espérer qu'ils recrutent des pilotes et qu'ils aient leur place, mais le fait qu'ils n'aient pas encore testé, qui n'est pas encore testé avec les pneus Pirelli, parce qu'on rappelle en F4 espagnol c'est des pneus Hankook. Là ils vont découvrir un petit peu les circuits italiens et ils vont découvrir stay live at least until 2030. I have some interesting information to share. You are the most prepared streamer about this topic. That's really nice of you, but I have a family, and I think they won't be happy if I stay on Twitch until 8:30. I think it's until 8 a.m. Maximum. I'm sorry. Oui, oui, j'étais 10 Aristide, oui, tu peux mettre un lien si tu veux. Tant que c'est pas un virus pour pirater les comptes Twitch de tout le monde, ça va, hein. Donc voilà, Saint-Éloque, on garde la foi, on espère, parce que c'est toujours bien qu'il y ait des équipes françaises en monoplace, hein, RS, ART, Dams, et là on avait une nouvelle équipe française depuis 2022 qui a gagné, qui a été championne, donc on espère que ça continuera. Pour le moment, j'ai du mal à être optimiste, mais on verra. Peut-être qu'ils vont rouler sur les prochaines journées de test en Europe. Voilà, on espère des nouvelles positives à ce sujet à bientôt, en tout cas. Ouais, ouais, carrément. Il y a aussi le Discord. N'hésitez pas à partager le. Can I text you on Instagram? Yeah, definitely. I'm open. My DM are open. No, no, no problem. Donc voilà, parmi les autres informations, voilà, Alessandro Giusti qui reste actif cet hiver. Alors certes, il ne fait pas comme les 9, comme 12 autres pilotes de Formule 3, il ne roule pas en championnat cet hiver en Océanie ou aux Émirats Arabes Unis.
Ciao, ciao Nico, Mick, o Uno. And see you later on Instagram, maybe. Donc Alessandro Giusti, lui, il va rouler ce week-end à l'Ipri de Miami. Alors, pas en tant que titulaire, bien sûr, mais en tant que pilote réserviste, en tant que pilote d'essai, pour une séance d'essai libre avec Jaguar. Il avait déjà fait une séance d'essai avec Lola Yamaha Apt, et donc là, il revient avec Jaguar. Pour la séance d'essai libre 0 réservée aux pilotes rookies. On aura notamment aussi Théo Pourchère qui sera aligné chez Citroën. Donc voilà, écoutez, toujours une bonne expérience à prendre en vue du futur. Une voiture complètement différente de ce qu'il a, mais, de ce qu'il conduit actuellement en F3. Mais c'est toujours très intéressant pour lui d'avoir des opportunités comme ça en dehors du chemin de la F1 classique. Voilà, à voir s'il pourra se montrer un petit peu. Les F1 de 2026 sont en piste avec ce fameux shakedown, cette première semaine d'essai de pré-saison à Barcelone, un petit peu particulière, où la sécurité du circuit et la police sont mobilisés pour globalement museler tous les médias, tous les journalistes, tous les spectateurs. Donc oui, les F1 roulent bien, même si on veut nous faire croire que non, il n'y a pas... Bref, voilà, ça roule. Euh, Évidemment, il y a des équipes. Et pour le moment, d'ailleurs, il y a assez peu de problèmes de fiabilité, hein, de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, assez peu de problèmes de fiabilité. Pour Red Bull, ça roule bien. Donc, il y a un moteur Ford, on rappelle. Audi et Cadillac ont été très discrètes sur le premier jour, mais pas non plus de drame, on va dire. Les moteurs Mercedes roulent, les moteurs Ferrari, ça roule bien aussi. Pour le moment, Hadjar dans le mur, on en a un petit peu parlé en début de live, moi, le truc, et on en a parlé sur Discord, mais je ne comprends pas pourquoi Verstappen a roulé ce matin, il a vu que ça pleuvait cet après-midi, il a dit non, 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 mais non, on va faire rouler Isaac. Et c'est un peu n'importe quoi. Enfin, donc bon, a priori, Hadjar aurait quand même roulé une soixantaine de tours de ce que j'ai compris avant de son crash dans le dernier virage. Au vu des images qu'on a, le crash n'a pas l'air très 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 important, mais il a tapé à l'arrière. Euh, bon, voilà, c'est sous la pluie, hein. Sa première journée s'était très bien passée. À 51 tours, mais en tout cas, voilà, sa première journée s'était très bien passée. Verstappen savait très bien que c'était Bourbier. Mais dans quel monde, en plus, Verstappen qui est un peu le dieu sous la pluie, on va dire, ils mettent Isaac qui, pour le moment, a moins fait ses preuves encore sous la pluie en quelque sorte. Bon, je comprends pas trop. En tout cas, voilà, a priori il a bien roulé. J'espère que la voiture n'est pas trop endommagée exactement. Je vois beaucoup de gens qui ont dit ouais, flashback Gasly 2019. C'est pas du tout pareil, hein. Et voilà, tout le monde savait que c'était Bourbier, que ça allait être compliqué cette journée. Pour être très honnête, je ne sais, au vu de la météo, je ne sais pas pourquoi Red Bull et Ferrari ont voulu rouler aujourd'hui. Je ne sais pas. Je pense aussi un petit peu aux F. J'espère que Isaac pourra rouler cette semaine quand même pour chasser un petit peu cette mauvaise note. Mais sinon, voilà, au vu de tous les tours, du coup, en tout, sur les un jour et demi qu'il a fait, Isaac, il a fait plus d'une centaine de tours. Pas de problème de fiabilité, a priori ça a l'air positif. Du côté de chez Alpine et de Pierre Gasly, alors Gasly n'a pas encore roulé, mais Alpine a roulé avec Colapinto, c'est positif aussi. Il y a eu, je crois, quand même un problème de fiabilité, mais voilà, ça reste une première journée. Chez As, pour Esteban Ocon aussi, ça a bien roulé. Il n'y a que deux équipes qui inquiètent pour le moment. En dehors de Audi et Cadillac, on met un petit peu dans une zone intermédiaire, puisqu'ils ont assez peu roulé sur un premier jour, mais c'est normal, c'est des nouvelles équipes en quelque sorte. Mais oui, voilà, on est très loin du fiasco de 2014 avec l'introduction des V6 turbo hybrides qui avait été très 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 laborieuse avec énormément de problèmes de fiabilité. Pour le moment, il y a deux équipes qui sont en grosse galère. C'est Aston Martin, qui devrait rouler à partir de jeudi, mais donc qui va manquer au minimum une journée d'essai par rapport au rival. Et surtout Williams, qui a annoncé déclarer forfait pour la semaine entière et qui, selon pas mal de sources sur les réseaux sociaux, aurait 20-30 kilos de surpoids. Ils ont enfin passé leur crash test, mais voilà, c'est la giga clim. C'est la giga clim, puisque Williams, on en parlait comme une potentielle surprise pour 2026, qu'ils avaient taffé sur cette année depuis si longtemps, et puis ils ont Carlos Sainz et Alex Albon. Carlos Sainz, multiple vainqueur de Grand Prix, Alex Albon déjà sur les podiums. Euh, Deux top pilotes potentiellement du midfield, et James Wolves, etc., qui avait restructuré l'équipe.
Donc c'est bien, et leur année 2025 avait été très bonne, mais là, ça fait peur, ça fait vachement peur. Et a priori, oui, voilà, ils ont réussi à passer les crash tests, mais à quel prix, avec quel poids de voiture, ça paraît assez inquiétant. Voilà, on va pas spéculer plus que ça, mais c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et là, je repense au live précédent où on avait parlé de Luke Browning qui était pilote réserviste chez Williams, et je disais que si Williams performait et jouait potentiellement le titre, les victoires, Browning n'aurait aucune chance de rejoindre Williams parce que Williams euh, garderait Albon ou Sainz, voire même virerait le moins bon des deux, peut-être Albon, mais virerait le moins bon des deux pour aller prendre un top pilote libre sur le marché. Et là, bah, si Williams est vraiment en galère, bah écoute, enfin, hmm, ça peut laisser de la place à Browning. Là, c'est tout bénef pour Luke Browning. Donc bon, voilà, hein, c'est très dur de faire des conclusions hâtives après seulement 2 jours, et en l'occurrence Williams, on n'a même pas vu ce que ça donnait sur la piste. Mais voilà, si on essaye de se projeter un petit peu dans une logique de mercato F1 2027, c'est intéressant pour Luke Browning que Williams soit pas bonne, puisque voilà, ça peut lui laisser de la place, parce que Williams sera moins intéressante pour les autres pilotes, et peut-être que Sainz ou Albon voudront quitter l'équipe et aller rejoindre une meilleure équipe. Ça peut être très intéressant pour Browning, voilà. Donc peut-être un rookie chez Williams en 2027. Voilà, la conclusion à 2 balles que j'ai à dire après 2 jours de test. D'autres annonces qu'on a eues du côté de l'Eurocup 3 aujourd'hui, d'ailleurs, MP qui a annoncé 2 pilotes vraiment talentueux, et Enrique Mans, vice-champion de F4 espagnol, et Gianmarco Pradel, vainqueur en GB3 notamment, qui rejoignent MP. Ça peut jouer devant, ça peut jouer peut-être le titre, même si, enfin voilà, Thomas Strauven est quand même un clair favori après avoir gagné la F4 espagnole, mais Ehan Eikemans, il a été vice-champion de F4 espagnol sur sa première année, donc à voir. Au passage, mea culpa, car je pensais que Ehan Eikemans irait en frec avec MP. Visiblement, eh bien, petit changement de plan, ou peut-être que mes infos n'étaient pas bonnes tout simplement. Et donc, il va en Eurocup 3, ce qui veut dire que les pilotes qu'on voit actuellement avec MP en Formule Régionale Moyen-Orient, Abkazava et Alceu Feldman Neto, iront probablement en frec. Donc, je veux rien dire, mais Williams a recruté des anciens G Alpine. Bah oui, 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 oui. Oui, oui. Non, coïncidence, non, je ne pense pas. Abkazava, il a été un vrai magicien ces 2 semaines. Ouais, ouais, ouais. Alors, surtout le premier week-end, il est un peu plus rentré dans le rang, mais c'était quand même très bon. Ouais, il peut être intéressant de temps en temps, mais c'est très occasionnel quand même, je trouve. Euh, ta, 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 ta. Percy, tu sais quelque chose sur le futur de Ryan Caretti? Il y avait des gens qui m'avaient dit que il irait peut-être en Porsche Carrera Cup Asie. Euh, voilà. Sinon, il avait testé en LMP3 aussi. Il avait testé avec CD Sport à Barcelone, notamment en décembre. Ouais, voilà. Il a testé en LMP3, il a testé en Porsche Carrera Cup. Voilà, je n'en sais pas plus sur son avenir, mais a priori pas de monoplace pour Ryan Caretti. Et du nouveau pour Iglesias, potentiellement, potentiellement, et ça serait peut-être pas de la monoplace. Il se pourrait que Louis Iglesias ne continue pas en monoplace, et j'ai entendu son nom sur de la LMP3. À voir. Euh, à voir. Je sais pas à quel point c'est confirmé ou pas, mais c'est ce que j'ai entendu. On va voir. Moi, j'aimerais bien le revoir une deuxième année en F4, F4 France ou autre, puisque c'est un énorme talent en karting. Et sa première année a été bonne, a été vraiment bonne, mais voilà, il y avait trop d'erreurs en course, mais en qualification c'était top, et il avait vraiment une vraie vitesse de pointe, et il a gagné une course ou deux, une course je crois. À cause du budget, je suppose. Ah bah oui, oui. Enfin, pour Iglesias, ça a toujours été un facteur limitant, malheureusement, le budget. Contrairement à d'autres pilotes plus fortunés, Iglesias a toujours été limité par le budget. Donc voilà, j'ai entendu du LMP3, maintenant ça demande confirmation, j'en sais pas forcément beaucoup plus quoi. Quelle équipe, quel championnat, aucune idée. Mais voilà. Et du nouveau pour Ismail Kudjak, Metkodjaev. Je crois qu'il a roulé en plus il y a pas longtemps dans je sais plus quel championnat. Mais j'ai réentendu son nom il y a pas longtemps. Mais je sais plus dans quel championnat. Ouais, voilà, il a fait les 24 heures de Dubaï, voilà.
Voilà, je me doutais, je savais bien qu'il avait roulé cette année. Pilote ouzbek, on le rappelle, qui nous avait fait vibrer en F4 italienne par ses 42e places. Bon, écoutez, assez parlé de l'actualité de la semaine, on va passer sur un débrief du week-end surtout, et ensuite on va un petit peu très rapidement se projeter, même si c'est très dur de se projeter sur un nouveau week-end, car on a très peu d'informations, notamment pour la Formule régionale Moyen-Orient, puisque bah, c'est des nouvelles voitures, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Tu prononces son nom comme si, comme si c'était ton meilleur ami. Quoi, Ismail Kouja Ahmed Kodjaev? Bah franchement, j'ai fini par avoir l'habitude. C'est comme, enfin, pour les. Même si c'est un peu plus facile, mais les Tassanapol Intrapoufazak ou Nandavoud Biron Bagdi, Ismail Kouja Ahmed Kodjaev, j'ai pris l'habitude. Donc voilà, Formule régionale Moyen-Orient, nous sommes déjà à mi-saison parce que ces championnats ne sont plus que constitués de 4 meetings. Nous sommes déjà à la mi-saison et on voit il y a un pilote qui est seul en tête, qui a 35 points d'avance sur tout le monde, c'est Rachid Al-Daeri, le pilote émirati, le jeune pilote Mercedes. 3 victoires sur les 4 courses à grille standard. Bon, ça va être dur d'aller le chercher, hein. Et la seule course où il finit en dehors du top 5, c'est la course 2 très chaotique sous la pluie, où certains pilotes étaient en pneus secs, enfin en pneus lisses pour piste sèche, et certains pilotes étaient en pneus rainurés. Bon, donc voilà, une course un petit peu particulière. J'aurais pas misé sur lui. Bah en vrai, si. Enfin, moi d'ailleurs, j'avais misé sur lui, hein. J'avais misé sur lui maintenant. On va voir, j'ai pas envie non plus de lui porter la poisse, mais j'avais misé sur lui en début de saison parce que c'est un pilote redoublant qui a de l'expérience, qui est quand même pas mauvais, voire même plutôt bon. Surtout comment dire, il est chez RS. RS, même si c'est une nouvelle voiture, RS reste une équipe dominante qui n'a pas quitté le top 2 de la Formule régionale européenne depuis 2017. À l'époque, c'était même la Formule Renault. Et jouer jeune pilote Mercedes, etc. Et surtout, on est aux Émirats Arabes Unis. Il est à la maison, il connaît les circuits par cœur, il a un gros avantage par rapport à d'autres pilotes qui ont moins d'expérience sur ces circuits. Il y avait 5 meetings l'an dernier, ouais, il y avait 5 meetings, mais vu qu'on est passé, ce n'est plus un championnat, c'est un trophée selon la FIA. Et donc, pour que ça soit un trophée, faut qu'il y ait 4 meetings. Voilà, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris ce que cherchait à faire la FIA, mais du coup c'est un trophée et il y a 4 meetings, donc ça réduit un peu les coûts. C'est sur un mois seulement et pas un mois et demi ou quelque chose. Euh, voilà, c'est un trophée. Faites-en ce que vous voulez. Il y a beaucoup moins de points de super licence comparé aux années précédentes aussi, car c'est, je crois, 6 points pour le champion au lieu de 18 comme on avait pu avoir les années précédentes. Euh, voilà. C'est pour ça que ça a 4 week-ends. Ne m'en demandez pas plus parce que je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Enfin, voilà, c'est un trophée. Donc Rachid Al-Dairi est en tête de ce trophée devant Kin Nakamura Berta, deuxième, qui a quand même fait un très beau double podium. On a ensuite Alex Powell, Alex Ninovic, le champion de GB3, qui a décroché sa première victoire lors de la course à grille inversée. Abkazava est toujours un surprenant 5ème devant Maximilian Popov, Christian Ho 7 devant Kabir Anourag 8ème. L'air de rien, je rebondis sur certains messages qui critiquent Kabir Anourag. L'air de rien, Anourag il fait un bon début de championnat. Voilà. Sébastien Weldon est 9ème après son premier podium, sa première pole. On a ensuite Miguel Costa, Yuki Sano, Jan Prezirovski, Taito Kato, Artem Severiukin, Salimana, Francisco Macedo, Zen Ruichi, Randeria Kostic, Reza Siorutun, Maxime Ram, Gérard Ché. Et enfin, on a un Français dans les points. Il a un point, c'est Jules Roussel, notre champion du monde de F4, qui a enfin débloqué le compteur de points pour le clan français en Formule régionale Moyen-Orient. Bon, c'est un petit peu laborieux, mais il y a quand même des progrès. Jules Roussel est donc 22e et on a aussi Andrea Dupé qui est 24e. Et on peut même aussi parler du monégasque Matteo Giacardi qui est 25e sur 32, si je dis pas de bêtises. Enfin, Chier se barre. Ouais, Gérard Chier qui est dans la 3e RS, donc qui est coéquipier d'Aldairi et Sano, qui est un pilote de F3. Gérard Chier, il a marqué un seul point. Donc c'est très 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 loin des attentes. Et heureusement, on ne le revoit plus parce qu'il est remplacé par un excellent pilote avec Emanuele Olivieri. Et très honnêtement, c'est ma hype.
pour le week-end qui arrive à Dubaï, parce qu'on va quitter le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi et on va passer à Dubaï, on a Emanuele Olivieri qui arrive chez Air Race. Emanuele Olivieri, champion de F4 Emirati l'an passé avec Air Race, 7ème de F4 italienne avec Air Race aussi. Et puis c'est un pilote qui n'a pas beaucoup de budget. Et qui va monter en formule régionale parce que Air Race aussi fait des efforts financiers pour ses pilotes, pour ce pilote en particulier, parce qu'il le mérite et parce qu'il le leur rend bien, on va dire. Et Emanuele Olivieri arrive ce week-end et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors évidemment pas trop, enfin voilà, lui il va découvrir la voiture. On rappelle, nouvelle voiture que tous les pilotes découvrent ce mois-ci. Euh, Olivieri roulait avec BRM ou un truc stylé à l'époque, non? Attends, BRM. BRM pour moi c'est une équipe de F1 des années 70, qu'est-ce que tu racontes? euh, Te hype pas trop, il m'a dit ça fait 2 mois il roule plus, il a 40 minutes de free practice pour apprendre la nouvelle voiture. Non mais oui, voilà, c'est pour ça que faut... Oui, AKM. Oui, oui, il a roulé avec AKM en F4 italienne avant d'aller chez RS. Et justement, il avait réussi à avoir, je sais pas, 11 points, je crois, avec AKM, ce qui était un exploit. Enfin, c'était un exploit. Le dernier à avoir marqué des points avec AKM, c'était Enzo Dellini. Et c'est très rare. C'est très rare de marquer des points avec AKM. Mais donc, oui, enfin, voilà, il va partir de zéro, il va découvrir la voiture, alors que tous les autres, les 30 autres pilotes, eux, ils sont giga chauds et ils connaissent la voiture. Enfin voilà, ils sont en plein dedans, ils ont roulé, ils ont poncé la voiture sur les sur les 2 dernières semaines. Mais tout le monde va découvrir un nouveau circuit. Donc voilà. Ah ouais, c'était vraiment AKM que tu cherchais. Ouais, non, il y a une lettre en commun. T'as ton M, le M de la fin. Waouh. Donc voilà, mais moi c'est ma hype de ce week-end. Bref, oui voilà, un petit point pour dire que on s'attendait à un changement de hiérarchie avec la nouvelle voiture, la nouvelle hiérarchie peut-être, etc., que ça allait rebattre les cartes. Au final, il y a deux équipes qui dominent le championnat, c'est Air-Race et Prema. Ça alors, c'est les deux équipes qui dominent la Formule régionale européenne depuis très longtemps. Donc voilà, c'est toujours ces équipes-là qui sont au sommet. Air-Race avec Rachid Al-Daeri qui domine le championnat et qui semble filer tout droit vers le titre. Et Yuki Sano, jeune pilote Toyota, qui a bien progressé sur ce meeting, au pied du podium sur l'une des courses. Donc à voir. À voir. On sait que c'est ses premières courses en dehors du Japon et de Macao, donc il a beaucoup de choses à découvrir. Euh, donc voilà, Yuki Sano qui émerge un petit peu, et donc on aura un troisième excellent pilote, mais qui arrive comme ça en cours de saison, Emanuele Olivieri. Prema voit Kin Nakamura Berta et Sébastien Weldon gagner en confiance. Ça reste un petit peu léger pour inquiéter Aldairi, mais pour le moment c'est très intéressant. Ça fait de Prema la deuxième meilleure équipe sur ce championnat. Parmi d'autres pilotes, Alex Ninovic a lancé sa saison. On avait déjà vu que les Rodin, anciennement Carlin, étaient très 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 en forme, mais qu'il s'était beaucoup fait piéger sur les départs. Là d'ailleurs, sur ce meeting, sur le week-end dernier, on a vu beaucoup moins d'incidents sur les départs, donc les pilotes commencent à s'habituer à cet embrayage avec cette Tatus T326, donc beaucoup moins de problèmes au départ. Et donc Ninovic a gagné la course à grille inversée après une belle bataille avec Przeworski notamment. Euh, voilà, pour reparler de Kabir Anouag, il fait du bon travail avec ART. Voilà, évidemment, c'est un pilote payant, etc., qui a beaucoup roulé pendant l'automne, mais l'air de rien, bah, il découvre la voiture, comme tous les autres, et il s'en sort bien. Il s'en sort bien, maintenant ça laisse un petit peu des regrets, parce que on a envie de voir ce qu'aurait pu donner celui qui était notre invité il y a 2 semaines, Alexandre Munoz, qui a beaucoup testé avec ART et qui devrait rejoindre l'équipe française en Formule régionale européenne pour le reste de l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'aurait pu donner un Munoz dans cette voiture? Bah écoutez, on ne le saura pas et il faudra attendre avril et la première manche de Freck pour le savoir. Côté tricolore, il y a un peu de mieux quand même pour le clan français après un premier meeting catastrophique. Si Anourak fait un podium, ça veut dire que Munoz sera champion en Freck. Encore une fois, Anourag,
c'est un pilote qui roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc évidemment, enfin Munoz Munoz l'a facilement dominé lors des essais enfin facilement. Oui, enfin il l'a dominé, alors que Anurag avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expérience avec la formule régionale. Mais voilà, peut-être qu'Anurag n'est pas un si mauvais pilote que ça, et voilà. Voilà. Et surtout, l'air de rien, Kabir Anurag, il fait des bonnes perfs là, alors que Taito Kato est un petit peu plus dans le dur. Voilà, sans que je ne puisse vraiment expliquer. Salimana, c'est terrible sur ce début de saison. Ouais, c'est bizarre. Enfin, je sais pas pourquoi il est aussi loin, mais donc c'est le pilote qui est dans la troisième préma. Il est garé, il est nulle part, Salimana, alors que c'est un gars qui a aussi poncé les pistes pendant l'automne-hiver, qui connaît les pistes en plus. Euh, voilà. Pourtant quatrième de F4 italienne, hein, c'est pas un mauvais pilote, mais voilà, il est absolument nulle part. Donc à voir s'il va trouver un déclic sur les prochains meetings. Voilà, côté français, bon, pour Jules Roussel, ça aurait pu être bien mieux si les qualifications avaient été bien meilleures. Vous allez me dire, on peut dire ça pour à peu près tous les pilotes, mais voilà, Jules Roussel semblait avoir du potentiel pour faire bien mieux en qualification, mais il a été plusieurs fois interrompu par les drapeaux jaunes, par les drapeaux rouges sur la séance de qualification, donc il s'est lancé à peu près de la 23e, 24e place lors des courses. Il a quand même réussi à remonter, et sur la course un petit peu chaotique avec la pluie, etc., la pluie à Abu Dhabi, enfin évidemment que ça allait être chaotique, avec des stratégies un petit peu différentes, il a réussi à arracher un point, et encore, il franchit la ligne d'arrivée 11e, et il bénéficie d'une pénalité de Giovanni Maschio, Maschio qui a été pénalisé parce qu'il a assassiné Andrea Dupé qui jouait les points aussi, tout comme Jules Roussel. Si Roussel avait passé la ligne d'arrivée en premier, il aurait gagné. En effet, avec des si on refait le monde, hein. Mais voilà, il y a du mieux quand même pour Jules Roussel, avec un point. Pour Andrea Dupé aussi, qui aurait pu être récompensé par des points, mais Giovanni Maschio en a décidé autrement. Maintenant, ce qu'il faut surtout, c'est s'améliorer en qualification, et on le sait, en formule régionale, c'est le point principal. Euh, D'autant plus avec ces voitures qui n'ont pas de push-to-pass. On rappelle que le push-to-pass sera introduit dans le championnat européen, mais qu'il n'y en a pas au Moyen-Orient, sur décision de la FIA. Et donc voilà, les qualifications sont primordiales pour faire la différence, la qualification et le premier tour. Et pour le moment, bah, ce petit jeu, c'est Artem Severyukin, le coéquipier chez G4, qui est très bon dans cet exercice, et qui a déjà décroché un top 5, et qui est bien placé au championnat quand même, parce qu'il est 14e, le pilote russe. Voilà. Voilà. Donc il y a du potentiel à aller chercher avec la G4, et on le voit. Nos Français ont parfois le potentiel, notamment en course, mais il faut surtout faire la différence en qualification. Les tops, les flops, bah, parmi les tops évidemment, voilà, on en parle assez peu, parce que c'est peut-être pas un pilote très bankable, c'est pas un pilote qu'on connaît beaucoup, mais Maximilian Popov, bah écoute, avec Trident, c'est intéressant, c'est régulier, c'est solide, ça fait pas d'erreur. Sébastien Weldon et Yuki Sano, eux, sont montés en puissance dans la deuxième préma, dans la deuxième Air Race. Et week-end absolument cataclysmique pour tous les pilotes venant de la F3. Taito Kato, Christian Ho, Gérard Chier, les trois pilotes ont été absolument nulle part. Je crois qu'il y a Kato qui sauve une huitième place, mais les autres, c'était le néant, alors que bah, Christian Ho, il a gagné une course le week-end précédent. Donc je ne sais pas pourquoi ils étaient aussi loin ce week-end. On rappelle, c'était pas le circuit de Yas Marina classique, comme le montre l'image, c'était le corkscrew, donc qui shunt un petit peu, qui chante un petit peu une zone du circuit. Mais je crois que c'est Reza Siorotun qui l'a sorti. Je crois qu'il a reçu une pénalité pour ça, Siorotun, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Mais oui, Popov, pilote russo-caribéen, qui est même je sais pas comment on le dit, grenadien, mais enfin de l'île de la Grenade, voilà. Euh, et qui court sous licence italienne parce que c'est quand même plus facile comme licence à obtenir, la licence italienne. Donc voilà, pas compris pourquoi ces pilotes, ouais, surtout Taito Kato, je ne sais pas pourquoi il était aussi loin, même Christian Ho, pourquoi il était aussi loin. On passe à l'UAE4, la F4 Emirati, qui est de retour avec notamment de notre Français qui a encore brillé, un petit peu moins
comparé au week-end précédent, puisqu'il n'y a pas eu de victoire cette fois-ci. Mais Andy Gonzani nous a quand même fait un double podium avec une double P2. Derrière, malheureusement, Alexander Bondarev qui reste devant et qui accroît un petit peu son avance au championnat, même s'il n'y a que 17 points d'écart à mi-saison. Donc Bondarev, le jeune pilote Williams, est devant le jeune pilote Mercedes Andy Consani, deuxième, qui a affirmé sa deuxième place au championnat, qui a plus de 30 points d'avance sur le troisième. Il faut juste que Bondarev ait une mauvaise course, juste une. Oui, oui. Enfin, c'est vrai que ça pourrait remettre les compteurs un petit peu à zéro et équilibrer tout ça, mais j'ai envie de dire, il faut pas que ça soit grâce à une mauvaise course de Bondarev que Consani soit devant. Enfin, il faudrait vraiment le battre, le battre sur la piste. Il l'a déjà fait hein, sur la course 3 du premier meeting. Mais voilà, je pense que ça va surtout passer par les qualifications. Il faut partir devant Bondarev, quoi. Troisième, on a Kenzo Kreigi, le coéquipier rookie d'Andy Consani, qui est loin de Consani, mais qui fait quand même un très très bon début, très propre aussi. Makagnani, bon, voilà, c'est le reverse grid merchant, comme disent les gens sur le Twitter anglophone. Il est là parce que les courses à grille inversée donnent autant de points que les courses à grille standard. Et donc, P1, enfin vainqueur lors du premier meeting, deuxième lors de la course à grille inversée encore ce meeting. Du coup, il est quatrième. Alors que dans les faits, il est plutôt aux alentours de la 10e place au championnat, ce qui n'est pas infamant, mais voilà, il ne devrait pas être quatrième. Mais le voilà quand même. David Cosma Christopher est cinquième devant Scott Lindblom qui a qui a eu un week-end sans souci, qui décroche deux premiers podiums dans ce championnat avec une première pole. Alpaxoy est septième devant la première féminine, Emily Coty. On va en reparler d'Emily Coty, mais elle est un petit peu passée à côté de son week-end, malgré encore quelques points. Damana Sari est 9 devant Bader Al-Soulaiti, pilote qatari qui a brillé et qui a décroché la première victoire d'un pilote qatari dans le championnat. On a Christian Costoya un petit peu dans le dur, le champion d'Europe de karting qui est 11e, Campbell Pilling, Clark, Zeng, Martinez, dont on a un petit peu parlé en début de live, qui est 15, devant Casper Schorman, vainqueur du volant Richard Mille cette année, qui a fait de très très bons débuts, Elia Weiss, Theo Palmer, Alba, Urup Larsen, les 19 pilotes à avoir marqué des points, et voilà, une petite mention pour d'autres pilotes, Florentin Hattemer, pilote Trident, pilote suisse francophone qui est 20e, Emma Felbermayer qui a fait un très bon week-end et qui est 22e aussi, la pilote féminine autrichienne. J'aurais jamais cru que Bader Al-Soulaiti aurait plus de points que Costoya. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ça, hein, enfin, puisque c'est aussi grâce aux courses à grille inversée, parce que voilà, il devrait pas être aussi haut dans le championnat. Bref, au final, attends, je rattrape un petit peu les, vraiment Consani qui s'attendait à une telle perf? Moi. Moi. Je l'avais mis dans les favoris à 5 étoiles, je l'avais pas mis en favori au titre parce que j'avais prédit Mondaref pour le titre. On verra, hein, j'espère avoir tort et que Consani arrachera le titre. Mais non, en étant chez Ace, en étant... Pourquoi je me fais spammer d'appels là? Bon. Euh, mais voilà, c'est un pilote au très très gros talent. Et chez Harris, qui a très bien performé l'année dernière en F4 Emirati, je m'attendais à ce qu'il soit devant, quoi. Maintenant, voilà, c'est une chose de s'attendre à le voir devant, mais le voir devant en réalité, c'est encore mieux. Le rythme de course est super intéressant, plus on veut le dépassement sur Lindblom dans le trailer, j'ai pas vu s'il y était, bah justement je vais bientôt refaire le générique et bientôt le réactualiser, et je crois que justement le dépassement de Consani sur Lindblom, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Faut juste que Prema fasse faillite. Encore une fois, je préférais que Consani gagne le titre de façon réglo. Mes excuses envers Craigie, il a été encore très propre ce week-end. Vraiment, c'est mon excellente surprise hein, de ce championnat. On sait que c'est un pilote très rapide, mais voilà, en karting, pour moi, encore une fois, c'est peut-être une fausse opinion que j'ai, mais c'est une opinion que partageaient d'autres personnes aussi sur Twitter notamment. Pour moi, c'est un pilote vraiment sale et on l'a encore vu dans de superbes batailles et souvent il remporte ces superbes batailles en piste. Vraiment, c'est sympa à voir Kenzo Kreigi. Merci beaucoup Ambré12 pour le follow. Tous les points ont été accordés pour la course 2, oui. Oui.
Donc oui, voilà, pour moi, il y a vraiment ce top 4 qui se détache en UAE 4. Résumé du week-end, c'est vraiment ça. On a vu Bondaref P1, Konsani P2, Lindblom P3, Craigie P4. Par contre, Scott Lindblom avait réussi à prendre une pole à Alexander Bondaref et il partait devant Konsani sur les deux courses à grille standard, mais Konsani a fait les dépassements qu'il fallait. Alors Konsani, il a fait le dépassement sur Lindblom au départ, puisque Lindblom s'est complètement foiré sur son départ de la course 1. Mais sur le départ de la course 3, Lindblom est resté devant et Konsani a fait la différence sur la piste. Encore une fois, un petit peu comme le week-end précédent sur Cosma Christopher, une première vraie grosse occasion et il y est allé, très très beau, très propre. Il n'a pas laissé le choix, on va dire, à Lindblom. Lindblom qui a quand même intelligemment laissé de la place parce que s'il avait voulu, je pense qu'il aurait pu partir au crash. Mais voilà, encore un gros week-end de Consani. Je pense que, et en rythme de course, on le voit, c'est le seul qui arrive à tenir le rythme de Bondaref. C'est le seul, enfin voilà, il peut aller chercher les meilleurs tours en course, Andy, mais voilà, donc ils ont à peu près le même rythme en course, Bondaref et Consani. Maintenant, pour le doubler, bah c'est souvent mieux de partir devant en qualif, quoi. Donc voilà. S'il y a Lindblad et Lindblom en F1, ça me ferait trop marrer. Bah en plus, enfin, imagine, ils sont coéquipiers puisqu'ils sont tous les deux jeunes pilotes Red Bull. C'est pas impossible. On rappelle deux pilotes d'origine suédoise, sauf que Lindblom, lui, est bien suédois et court bien, enfin, nationalité suédoise, licence suédoise, etc. Alors que Lindblad est britannique et aussi origine indienne, on le rappelle. Voilà, petit patriotisme indien. Donc voilà, pour vraiment aller chercher Bondaref en dehors, comment dire, je me suis perdu. Je me suis perdu, voilà. Il va falloir battre Bandaref en qualification pour vraiment espérer le titre, ou alors sinon espérer que Prema fasse faillite sur les deux prochains meetings, ou alors que Bondaref ait un accident, enfin, ait un problème mécanique ou un accident, etc. Bon, bref, voilà, je préférais que Andy ait ce petit dixième, ces petits centièmes qui manquent en qualification, parce que ça se joue à pas grand chose. Mais en tout cas, voilà. Déjà, son début de saison est vraiment réussi. Maintenant, est-ce qu'il sera champion? Est-ce qu'il sera vice-champion? Voilà. Désormais, tout autre résultat que vice-champion ou champion serait une déception. Vu l'avance qu'il a sur les autres, voilà, j'ai tendance à penser qu'il sera minimum vice-champion, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver en sport automobile. Surtout que voilà, on a deux autres pilotes très talentueux avec Scott Lindblom et Kenzo Craigie. Merci beaucoup Batchi28 pour son 7e mois de Prime, dont un mois consécutif. Merci Streamlabs pour cette précision, puisque un mois consécutif, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Scott Lindblom, très 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 rapide en qualification, et il a décroché une pole, mais voilà, le jeune pilote Red Bull a un petit peu moins de rythme en course, et voilà, il y a vraiment une marge de Consani et de Bondaref sur les autres en course, et Kenzo Craigie aussi très, très intéressant, très souvent quatrième, très souvent le meilleur rookie. Voilà, grosse révélation de mon côté. Macagnani, il est quatrième au championnat. Oui, non mais... Oui, mais c'est parce qu'il est là pour les courses à grille inversée, mais sinon, des... sinon on va dire qu'il n'est pas du tout quatrième. Il est même plutôt enfin, voilà, aux alentours du top 10, Macagnani. Voilà. Malheureusement, côté pilote féminine, on a pensé à un moment, à un week-end historique peut-être pour Émilie Coty qui partait en pole position de la course 2 à grille inversée. Sauf que même si la course a duré, on va dire, il y a eu 10 minutes, enfin même peut-être pas 7 minutes sous drapeau vert, malheureusement elle a été piégée avec une piste. Elle a fait partie des premières pilotes piégées. Pourtant elle avait fait un super départ, on le voit à l'image, Émilie Coty avait fait un super départ. Et malheureusement, bah, une erreur lourde en conséquences qui l'a fait dégringoler dans le classement. Donc elle sauve quelques points, c'est certes, mais bah, voilà, on s'attendait à plus. On s'attendait peut-être à un nouveau podium après sa deuxième place de la dernière fois. Et malheureusement, bah voilà, elle finit huitième à cause de cette grosse erreur à la fin du premier tour, je crois, premier ou deuxième tour, toute seule. C'est dommage.
Donc voilà, on s'est un petit peu moins emballé pour Emily Coty que le week-end précédent où elle avait été très solide. Euh, Elle a aussi spin toute seule sous safety car. Ah oui, il y a peut-être oui, maintenant que tu me le dis, il y a peut-être deux erreurs de sa part. Elle passe de première à troisième, voire de première à quatrième dans un premier temps, et c'est vrai qu'ensuite elle repère quelques places, oui, bien vu. Bon, voilà, c'était pas l'idéal. Euh, alors même s'il n'y a pas eu de points pour elle, très très beau week-end d'Emma Felbermayer, triple top 15 pour la pilote PHM. Donc voilà, pas récompensé en points, mais l'air de rien, la régularité était là, le rythme était là. Voilà. Euh, bravo à elle, à voir si elle peut confirmer aussi sur les prochains meetings. Les tops, les flops pour les tops, bah forcément Bader Al Soulaiti, pilote qatari, on rappelle donc soutenu par la fédération qatari qui a un partenariat avec Hightech, victoire un petit peu historique forcément pour le Qatar et la fédération et le programme QMMF. Casper Schorman, bah, début en monoplace très remarqué hein, chez Vans Grand Prix, où il a fait un top 7, il a battu Alba Group Larsen qui avait marqué des points la dernière fois. Ouais, gros week-end de la part du vainqueur du volant Richard Mille qu'on retrouvera cette année chez MP Motorsport en F4 espagnol. Bah, parmi les flops, bah, les pilotes des top teams qui n'ont pas performé, donc ça veut dire Costoya, Axoy, les pilotes Prema, un petit peu légers. Emma Felbermeyer qui fête ses 19 ans aujourd'hui, bah, bon anniversaire Emma. Si tu passes sur le chat, on ne sait jamais si tu t'es perdu sur Twitch. Et Elia Weiss qui avait été exceptionnel en qualif lors du premier meeting et qui a été juste complètement transparent sur cette manche, sur cette deuxième manche Ayas Marina. Un petit peu dommage parce que je pense surtout à mes confrères, collègues allemands. Pour le moment, c'est dur, hein. Il n'y a pas beaucoup de pilotes allemands qui sont prometteurs. Et là, tu avais un petit peu d'espoir avec Elia Weiss. Et bon, c'est compliqué. Alors qu'il est chez RS, que Andy Consani brille, que Kenzo Craigie brille, même Emily Coty brille plus que lui, et il est redoublant. Voilà, un petit peu compliqué pour le pilote allemand qui est l'un des seuls espoirs allemands en vue. Faut attendre le retour de Vettel. Ouais, bah ça veut bien dire où en est l'Allemagne actuellement. Même en karting, j'ai cherché, ça suit pas chez les Allemands. Ouais, non, j'ai pas d'espoir on va avoir une petite diapo karting à la fin, mais j'ai suivi un peu le week-end de karting à l'international. Il y a un énorme creux générationnel. Donc dès que Hülkenberg va sortir, on l'a prévu fin 2027 quand il sera remplacé par Freddy Slater, à moins d'un retour de Vettel, ça va être compliqué. 12 000 talons belges, mais aucun allemand, c'est quoi cette génération? Ouais. J'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir une telle différence, surtout pour la Belgique, qui est un beaucoup plus petit pays, mais bon. On passe à la formule régionale Océanie, vous le voyez, il ne reste plus qu'un meeting. Il ne reste plus qu'un meeting, il ne reste plus que 4 courses. D'ailleurs, cette capture d'écran n'est pas bonne puisqu'il ne montre que 3 courses, mais la course qui a été annulée sera bien reportée et aura bien lieu vendredi. Donc il y a encore 4 courses. Tramnit, c'était le sauveur d'une génération. Bah oui, mais Red Bull l'a lâché du jour au lendemain, donc qu'est-ce que vous voulez. J'ai entendu qu'il pourrait aller chez Opel en Formule E, donc plutôt positif pour lui. Mais Tramnit, je ne sais pas s'il va rouler cette année, hein. Puisque vu qu'il ne monte pas en F2, je ne sais pas où va aller notre ami Tim Tramnitz. Bref, Formule régionale Océanie, on attaque la finale du championnat après ce troisième meeting très chaotique où on aura eu la pluie quasiment du début jusqu'à la fin. Et vous le voyez, alors on rappelle le barème de points, on peut gagner 35 points sur une course, donc sur le prochain meeting qui arrive, on pourra gagner, avec la course à grille inversée qui donne 20 points, on pourra gagner 70, 105, on pourra gagner 125 points. 125 points, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de pilotes mathématiquement éligibles. On a encore de 125 donc jusqu'à 112, on a 10 pilotes mathématiquement éligibles pour le titre. James Wharton ne sera pas là, donc 9 pilotes éligibles pour le titre. Bon, de façon plus réaliste, on en a 6. Avec Ugo Gochoku, Freddy Slater qui a remporté 2 victoires, de très précieuses, très précieuses victoires. Freddy Slater, Jin Nakamura, Louis Sharp, Ryan Wood et Kanatoli. Le pilote le plus consistant de la manche, Rovan Pera.
Bah attends, P3, P5, P7. En soi, t'as Ryan Wood, mais sa meilleure course est sur la grille inversée. Bah en vrai, ouais. C'est vrai, j'avais pas remarqué. Ouais, ou sinon Jack Taylor. Ouais, ouais, non, Jack Taylor qui a pas eu de podium et qui a eu une P9. Bah en vrai, oui. Oui, oui, Calero Vanpera, d'ailleurs, le double champion du monde des rallyes, qui a gratté son premier podium. Euh, Attends, Shipman qui a plus de podiums que McLaughlin. Si, si, c'est vrai. Oui, non, si, c'est vrai. Cooper Shipman qui a arraché un podium sur la course à grille inversée, sous la pluie aussi, hein. Si Kanatoli gagne le titre, je milite pour lui faire une statue dans mon école. Je vous avoue que ça va être un petit peu compliqué, hein. Kanatoli qui est sixième, qui en plus n'a pas pris part pour problème mécanique à la dernière course. Faudrait vraiment une remontée de fou furieux. Mais on ne sait jamais, il est encore mathématiquement éligible au titre. Évidemment, il y a un pilote qui a fait un braquage, c'est Freddy Slater. On va parler du cas Calais Rovanpera un petit peu plus tard, mais c'est intéressant le week-end qu'il a fait. Freddy Slater, il y a plusieurs moments dans la saison où on s'est dit, mais bon, bah tant pis, alors ça reste un championnat hivernal, mais tant pis, il n'accrochera pas la Formule Régionale Océanie à son palmarès. On s'est dit ça au premier week-end, on s'est dit ça au deuxième week-end, on s'est même dit ça au troisième week-end, alors qu'il a gagné deux courses, et en plus les deux courses les plus rétributrices en termes de points, les plus rémunératrices en termes de points, pardon. Mais voilà, le gars, il est sauvé des eaux. Peut-être la chance du champion en partie en qualification. La première partie de qualification, la première qualification n'aurait, à mon avis, pas dû avoir lieu parce qu'il y avait eu de la pluie, il y a eu que des drapeaux jaunes, que des interruptions. C'était n'importe quoi, c'était du grand n'importe quoi. Il y a plein de pilotes qui n'ont pas pu signer de temps représentatif. Mais bah, lui, il a fait un tour qui l'a placé deuxième, et le pilote devant lui a provoqué un drapeau rouge, donc a eu une pénalité de 3 places, Jin Nakamura. Donc voilà, c'est quand même un week-end mitigé, malgré sa double victoire, parce que il aurait pu être beaucoup plus haut s'il n'avait pas eu ces deux erreurs en course 2 complètement évitables, notamment l'accrochage avec Kanatoli au départ de la course 2. Mais malgré ça, bah, il fait la pole sur la course finale, la Spirit of a Nation Cup. Il fait la pole, il se fait passer au départ par Ogochukwu directement, donc le leader du championnat. Tu te dis c'est un peu foutu. La pluie fait son retour à la fin, relance de safety car, Ogochukwu la perd tout seul, il met, je vais pas dire un 35-0, mais pas loin. Et du coup, il remonte deuxième au championnat à 22 points d'Ogochukwu. Tout est relancé, alors que c'était même pas un week-end exceptionnel. Hein, Bah oui, globalement, c'est pas incroyable cette heure. Je suis d'accord. Mais bah, malgré ça, il arrive à être complètement dans le coup. Et voilà, c'était sans compter sur la capacité de choke Dogochukwu, comme le résume Natoon28. C'est exactement ça. Euh, comprends pas. Par contre, une fois devant, c'est Zarco au Grand Prix de France. J'aime bien. Mais oui, enfin, une fois qu'il est devant, c'est bon, il est lancé. Mais ouais, c'est peut-être plus en peloton, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, en Freca, on l'a vu faire de belles courses, alors qu'il partait pas toujours de la première place. C'est un championnat hivernal un petit peu compliqué pour le nouveau jeune pilote Audi, mais bah, malgré ça, malgré je vais pas dire trois week-ends ratés dans ses standards, on va dire, bah, il est deuxième, donc bravo. C'est normal parce qu'il est dans sa deuxième année. Il est dans cette deuxième année de Formule régionale, donc c'est forcément beaucoup plus simple. C'est forcément beaucoup plus simple de gagner dans sa deuxième année. Petite référence au petit frère de Freddy Slater. Mais donc voilà, la course 3 qui a été annulée sera bien reportée à vendredi, et normalement, même si ça n'a pas été confirmé officiellement, normalement Freddy Slater devrait partir en pôle de cette course dont la grille est faite selon les meilleurs tours en course, et normalement, selon des calculs, voilà, il devrait partir en pôle de cette course supplémentaire. Donc, bah écoute, game on, tout est à faire. Alors 22 points, voilà, le barème fait qu'il y a peu de différence entre la P1 et la P2 au championnat, mais bah voilà, Ugochukwu fait des erreurs tout seul, donc il pourrait y avoir il pourrait y avoir de la place, pour aller chercher le titre, puisque Ugochukwu, très honnêtement,
s'il ne gagne pas le titre, ça sera sa faute, et de sa faute seul. Alors, en termes de vitesse pure, très bien. En termes de rythme en course, rythme en qualif, etc., c'est top. Voilà, la première qualification, il n'y peut pas grand-chose s'il n'a pas pu signer de tour représentatif. Enfin, voilà, c'est pas de sa faute. Pour le reste, bah, il répond présent quand il faut. Et bah, sinon, bah, il fait des erreurs, quoi. Et vraiment, il aurait dû assommer le championnat lors de la course 4, lors de la Spirit of a Nation Cup, et il la perd tout seul, comme un grand, sur la relance de safety car. Et bah voilà, c'est ouais, il aurait presque pu s'assurer le titre au final. Il nous offre un final à 6 pilotes pour le titre, pour ce dernier meeting. Maintenant, voilà, le barème fait que il reste bien placé pour gratter, pour aller chercher son premier titre en monoplace depuis l'Euro 4. C'était pas vraiment un vrai, enfin, c'est pas vraiment un vrai championnat, c'est un championnat annexe, un championnat bonus, pas certifié par la FIA, mais quand même, c'est un titre. Voilà, il faudra arrêter de faire ces erreurs-là, parce que c'est pas la première fois. Il avait déjà commis une erreur, je crois, sur le deuxième meeting à Taupo. Il en refait à Teretonga. Faut pas en refaire trop, faut pas en refaire trop, surtout que Ugo Chukwu et Slater, c'est potentiellement la preview d'un duel qu'on peut avoir en F3 sur la suite de l'année. Voilà, j'espère que Théophile sera dans la lutte, et je pense que Théophile sera dans la lutte, mais Naël Ugo Chukwu, Naël chez Trident, Ugo Chukwu chez Campos, Ugo Chukwu en tant que redoublant en plus, Ugo Chukwu fait partie des favoris pour la saison de F3 qui arrive. Donc si Ugo Chukwu arrive à battre Slater sur un championnat hivernal, même si c'est pas les mêmes voitures, c'est pas du tout les mêmes circuits, hein. La Nouvelle-Zélande c'est un monde complètement à part, hein. Enfin regardez la gueule des circuits, c'est génial, et ça nous offre des courses de fous furieux, mais c'est à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver sur la majorité des circuits qu'on retrouve au calendrier de la F3. Il n'empêche, ça serait un petit coup au mental déjà, et ce serait positif pour Ogochukwu de battre Slater dès maintenant. Donc voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est un week-end particulier, puisque au-delà de la Formule régionale Océanie et du titre, il y a aussi la dernière course qui va être très importante, puisque c'est le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. C'est l'une des épreuves les plus prestigieuses en formule de promotion. Euh, on rappelle, à l'époque, il y avait le Grand Prix de Macao, il y avait le Grand Prix de Pau, il y avait le Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Le Grand Prix de Pau, malheureusement, n'a plus lieu. Super. Merci les pouvoirs publics français. Mais il y a encore le Grand Prix de Macao, il y a encore le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, et c'est les seules appellations, enfin c'est les seules épreuves qui ont le terme Grand Prix pour des compétitions de monoplace, en dehors des Grands Prix de F1. Donc voilà, Grand Prix de Nouvelle-Zélande, c'est une course à avoir à son palmarès, ce sera la dernière course du championnat, une course où il peut aller chercher le titre, une course où il peut aller chercher bah voilà, l'une des épreuves les plus prestigieuses. En plus, Ugo Chukwu, on rappelle qu'il a déjà gagné Macao. J'y pense en le disant, mais voilà, je ne sais pas quel est le dernier pilote à avoir gagné et Macao et la Nouvelle-Zélande. Je n'en ai aucune idée, mais ça doit pouvoir se retrouver. Voilà, il peut faire un petit doublé assez intéressant. Kalle Rovanperä, évidemment le double champion du monde des rallyes, qui a fait des vrais progrès, P3, P5 et P7, avec voilà un premier podium. Sous la pluie, aucun doute, il est beaucoup plus à l'aise. Quelqu'un a-t-il gagné la triple couronne des Grands Prix avec Pau aussi? D'ailleurs, à cette triple couronne, on pourrait ajouter aussi les Masters de Formule 3 qui avaient lieu à Zandvoort à une époque, mais qui se sont arrêtés dans les années 2010, mais qui n'étaient pas un Grand Prix. Mais c'était un peu, je pense, le Grand Prix de Nouvelle-Zélande était moins prestigieux que les Masters de F3. Mais voilà, les Masters de F3 n'ont plus lieu à Zandvoort. Mais à l'époque, c'était vraiment une institution. Les Masters de F3 avec le Grand Prix de Pau, avec Macao, etc. Alors que le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, c'est peut-être un petit peu plus récent. Voilà, je suis pas forcément 100% sûr de ce que je dis là, mais c'est comme ça que je le vois. Mais donc Ugo Chukwu peut faire un doublé Macao Nouvelle-Zélande. Donc Rovan Perra, on va dire aussi il a été très chanceux sur le premier podium qu'il fait en monoplace. Il est très chanceux sur la séance de qualification parce que il fait le 6e temps dans une qualification qui n'a absolument aucun sens. Mais en plus de ça, t'as
McLaughlin et je sais plus qui, je sais plus qui provoque un drapeau rouge qui ont une pénalité de 3 places, parce qu'on rappelle que les pilotes qui provoquent un drapeau rouge en Océanie ne voient pas leur meilleur temps pénalisé. Non, Jin Nakamura c'était le premier, enfin il y avait un troisième pilote. Et Jin Nakamura qui était premier a été a aussi reçu une pénalité de 3 places pour avoir provoqué un drapeau rouge. Et normalement, si on sait bien faire une grille de Formule 1, enfin si on sait bien faire une grille de départ, euh, Kalle Rovanpera aurait dû s'élancer quatrième et Jin Nakamura troisième. Parce que, enfin voilà, en termes de pénalité, vu que McLaughlin qui était quatrième avait reçu une pénalité, voilà, normalement, Jin Nakamura aurait dû remonter au troisième rang. Mais visiblement, il y a eu un petit couac sur comment constituer une grille de départ, et ils ont considéré que Jin Nakamura devait partir quatrième parce qu'il avait une pénalité de 3 places, mais c'est pas comme ça que ça marche en F1, en F2, en F3, ailleurs, parce que normalement, il aurait dû remonter, et donc Rovanpera a pu partir troisième, très bien lui en face, et sous la pluie il a été bon, et il a pu s'adjuger son premier podium, et globalement dans le rythme de course il a été plutôt dans le rythme de Jin Nakamura, qu'Anatoly, qui ont beaucoup plus d'expérience en monoplace que lui, mais voilà, c'est sous la pluie, et son expérience de pilote de rallye a sûrement pu l'aider dans des conditions un petit peu plus délicates. Sur le sec j'attends de voir, parce que vraiment sur le deuxième meeting, qui était sur le sec, j'étais vraiment resté sur ma faim. Donc normalement le week-end qui arrive devrait être complètement sec. Peut-être, peut-être le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, peut-être que la dernière course sera un petit peu humide, mais normalement le week-end devrait être sur le sec, et c'est là qu'on pourra voir vraiment s'il y a des gros progrès par rapport au début de saison. J'attends de voir, et puisqu'on rappelle qu'après ça, Kalle Rovanpera il va passer de la Formule Régionale Océanie à la Super Formula, donc avec des pilotes pro. Voilà, donc c'est prometteur, mais je peux pas encore m'emballer puisque c'est des conditions particulières. C'était un week-end très particulier avec cette séance de qualification qui n'avait ni queue ni tête. C'est prometteur sous la pluie, mais faut que je vois sur le sec. Parmi les tops, parmi les flops, bon, parmi les tops, forcément, quel week-end, voilà, puisque j'adore ce championnat, on s'ennuie jamais, même s'il y avait beaucoup trop d'interruptions, de drapeaux rouges, etc. Euh, les dépassements, c'est encore compliqué, par contre, mais on pouvait s'y attendre. Oui et non. Alors, sous la pluie, il n'a pas voulu trop tenter les dépassements, mais sur le sec, on l'a vu faire des dépassements. Bon, des dépassements pour la 15e place sur les précédents meetings, mais on l'a vu faire des beaux dépassements, donc. Voilà, c'est difficile d'être encore très définitif sur le cas Rovanpera pour l'instant. Et j'espère qu'on aura plus de réponses après le week-end qui arrive. Parmi les tops, des pilotes un petit peu, je ne veux pas dire de seconde zone, mais des pilotes qu'on attendait moins. Jack Taylor qui a confirmé sous la pluie, qui nous a sorti un très très beau week-end encore sous la pluie. Le pilote de GB4 sorti de nulle part. Cooper Shipman aussi qui prend un podium. Fionn McLaughlin qui sort un petit peu la tête de l'eau, hein, le pilote Red Bull qui a eu un début de championnat catastrophique et qui a eu un petit peu de mieux là ce meeting. Par contre, parmi les flops, l'autre pilote Red Bull, Ernesto Rivera, était complètement hors sujet du début jusqu'à la fin. On rappelle qu'il sera chez Campos cette année en F3, qu'il est coéquipier de Naël et d'Ugo Chukwu. Quand on sait que dans la filière Red Bull, ils ont recruté Mattia Colnaghi, va falloir en montrer un petit peu plus hein, pour notre ami Ernesto Rivera. Notre ami, alors je sais qu'il y en a dans le chat ou sur le Discord, c'est absolument pas leur ami, mais voilà, il passe à côté de sa compagne hivernale. C'est pas un drame en soi, mais ça va pas le mettre en confiance, on va dire. Et sinon, parmi les flops, j'ai envie de dire, bon voilà, tous les drapeaux rouges qu'il y a eu, mais enfin les drapeaux rouges étaient justifiés en soi à cause de la pluie. Vous voyez le spray que dégageaient les voitures. Et sinon, on a eu plusieurs pilotes qui étaient poussés par les commissaires et qui avaient le droit de rouler après avoir été poussés par les commissaires. Enfin, je suis désolé, moi, pour moi, depuis les années 80, c'est pas, enfin, en monoplace, c'est pas autorisé. Peut-être qu'en Océanie, c'est autorisé, mais j'ai trouvé ça extrêmement surprenant. Et puis, voilà, les pénalités de 3 places sur la grille alors que tu as provoqué un drapeau rouge et que tu as ruiné la qualification de tout le monde, non, non, pour moi, tu dois annuler le meilleur temps. Mais bon, ça a été bénéfique, on va dire, pour les pilotes qui ont provoqué le drapeau rouge, Jin Nakamura, Fionn McLaughlin, entre autres.
Un petit point aussi sur la Formula Winter Series. La Formula Winter Series, championnat de F4 européenne hivernale, championnat indépendant, on va dire, par des promoteurs allemands, qui a vu Dries Van Langendonk asseoir sa domination au sommet de la F4 européenne. Voilà, le jeune pilote McLaren, on sait que c'est un énorme talent, et ben il l'a prouvé vraiment. J'ai fait un tweet pour dire que la saison allait être très longue pour ses rivaux parce que vraiment il a l'air un petit peu dans son monde, on va dire. Alexander Savinkov est deuxième. On va y revenir, mais comme vous le voyez, il n'y a pas un seul pilote qui a été 3 fois dans le top 10. Ouais, voilà, bah c'est ce que c'est ce que je viens de dire. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Aucun pilote n'a marqué des points dans les 3 courses. Voilà, ça montre à quel point ce week-end a été chaotique. En qualification, en course, c'était du grand n'importe quoi, mais à cause de la pluie, hein, c'est pas. Et puis en course 3, on a vu des pilotes partir en pneus secs, partir en pneus pluie, donc du coup, on a des choses complètement dingues. Et donc, on a Van Langendonk qui partait de la pole, qui finit 22e de la course 3 quand Savinkov gagne la course. Bon, c'est assez particulier. Rocco Coronel, le jeune pilote Red Bull, a décroché sa première victoire. Le fils de je sais plus c'est lequel. Tom ou Tim Coronel, je ne sais plus. On a ensuite Harry Bansal, Levi Arndt, Chiara Bettig, la première féminine qui a décroché son premier podium en monoplace, la jeune pilote suissesse, jeune pilote du Red Bull Junior Team. Alfie Slater et Thomas Berman, les petits frères Slater et Berman. On a Mathilda Patz, autre pilote féminine qui a décroché un podium. Alicia Palmowski, autre pilote féminine. Quand même, faut noter, même si c'était un week-end extrêmement particulier, on a 3 pilotes féminines dans le top 10. Alicia Palmowski, il y a de quoi avoir des regrets, très honnêtement, sur la course 2 où elle partait en pole position. Voilà, on va pas faire tous les pilotes parce qu'il y en a beaucoup trop. On voit que sur la trentaine, sur les 33 pilotes qu'il y avait, 24 pilotes ont marqué des points. Un week-end assez fou. Dans tout ce chaos, voilà, Van Langendonk a vraiment surnagé et a été très 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 impressionnant. Malgré tout le chaos qu'il y a pu avoir, notamment en qualification, il a toujours semblé largement au-dessus du lot. Au final, voilà, seulement une victoire et une deuxième place à cause du chaos. Mais voilà, déjà très net leader du championnat et pour aller le chercher pour le titre, je vois pas comment ça sera possible. Le seul qui pourrait potentiellement aller le titiller, c'est Rocco Coronel, qui l'a battu lors de la course 2. Mais il ne fait qu'une saison partielle, parce qu'il va se concentrer ensuite sur la F4 espagnole hivernale. Et on rappelle que voilà, Coronel n'a marqué des points sur aucune autre course parce que il fait partie des pilotes qui n'a pas signé de tour en qualification, au contraire de Van Langen donc. Côté pilote féminine, attends, hein. Attends. Coronel m'a plus impressionné que DVL perso. Ah bon, non. Non, pas pour moi. Pas pour moi. Mais encore une fois, c'est très. Enfin, c'était un week-end tellement chelou, c'est très difficile de tirer des conclusions. Mais déjà, en tout cas, Coronel, on comprend pourquoi Red Bull croit en lui et l'a recruté. Ethan Lennon, ouais, je ne le connaissais pas, mais oui, pilote sud-africain, coéquipier aussi devant Langendonk chez Rodin, qui sort un petit peu de nulle part, très intéressant en termes de rythme. Je viens de calculer le classement de la Formule régionale Océanie. Si on utilisait le barème de la F3, en fait ça change rien sauf que c'est plus serré. Il y a juste Wood qui passerait de 5ème à 3ème au classement. Ok, intéressant. Gochuku 132, Slater 119, Wood 113. Ok. Ouais, Ethan Lennon, je ne m'y attendais pas. Alors, il est que 11ème au championnat, mais voilà, le classement, n'en prenez pas compte, enfin, n'en tenez pas compte, ça n'a aucun sens, mais voilà, Ethan Lennon, c'est vrai, petit nom à surveiller. Les féminines à l'honneur, voilà, double podium de Chiara Bettig et Mathilda Pat sur la course 3. Bah écoute, c'était pas une course très représentative, mais il fallait la bonne stratégie et il fallait aussi survivre et ne pas faire d'erreur, donc bravo à elle. C'était Alicia Palmowski, pourtant la meilleure féminine sur le week-end au global. Elle a joué le top 10 tout le week-end, mais avec une 4ème place en course 1. Mais il y a cette course 2 qui est un gros point noir, où elle partait en pole position parce que euh, elle partait en pole position parce qu'elle avait été l'une des 3 pilotes à avoir fait 2 temps en qualification. Et pour faire la grille de la course 2, on prend le deuxième meilleur temps de la qualif. Et donc du coup, elle s'est retrouvée en pole position. Alors que, voilà,
enfin voilà, les 30 autres pilotes, bah, on a pris leur temps des essais libres parce qu'ils n'avaient pas de deuxième temps en qualif, mais elle partait en pole et au vu de son rythme, je m'attendais vraiment à ce que bah, elle joue devant, quoi. Elle joue, bah, voilà, avec les ovnis que sont Coronel et Van Langendonk, allez, peut-être le podium. Au final, ça fait P11, pas de rythme. Elle est tombée comme une masse, hein, vraiment, un petit peu lors de cette course. Donc, un petit peu dommage. Je vous avoue qu'on est un petit peu tombé de haut, hein. Je pense pour ceux qui suivent les pilotes féminines, Emily Coty et Alicia Palmowski partaient toutes les deux en pôle d'une course 2 dans un championnat de F4. Tout ça pour finir assez loin. Un petit peu dommage. Mais bon, dans le même temps, dans une course beaucoup moins représentative, Bettig et Pats ont été sur le podium. Maintenant, à voir si ça peut leur donner de la confiance pour faire ce genre de performance sur des courses plus représentatives. On rappelle que la Formula Winter Series reviendra à Portimao dans une semaine. Donc, enfin, dans une semaine. Dans 10 jours plutôt, qui ne sont pas là ce week-end. On s'approche de la fin de ce live et un petit point sur le karting avec une grosse perf de Mani Nuvolini, on rappelle, pilote de 12 ans, né en juillet 2013, qui a eu une année 2025 très discrète. Le jeune pilote Mercedes avait tout gagné globalement à l'étage inférieur en mini, et il passait en Oka Junior, ça a été très compliqué, même s'il y a eu un tout petit peu de mieux sur la fin d'année. Et là, bah, clairement, il a passé plusieurs steps, parce qu'il a fait deuxième et il a été le meilleur des pilotes de son équipe, le meilleur des cartes républiques. Il a battu il a battu tous ses coéquipiers et certains de ses coéquipiers sont présents dans d'autres, dans des académies, chez Williams notamment Lucas Palacio. Voilà, on a pas mal de pilotes qui sont des 2012, qui sont des 2013, etc. Lui, il fait partie des 2013 et il a fait un très très gros week-end. C'est excellent. Ça peut relancer complètement sa dynamique et voilà, on rappelle que c'est le plus jeune français membre d'une académie F1 avec Mercedes. Donc voilà, faut continuer comme ça le reste de l'année. Et, euh, et voilà, on note aussi qu'il y avait d'autres pilotes qui ont été finalistes en Oka Junior, notamment le cas de Marc-Andrea Quesada, pilote corse né en 2014, et Samuel Hugon qui était finaliste. Dans la catégorie supérieure, on va pas trop en parler parce que c'était un naufrage pour nos pilotes français. Voilà, notamment pour les pilotes que je suis de très près, Lucas Sell, Gabriel Canal notamment, ces pilotes de la génération 2011 qui sont passés à côté de leur week-end, surtout à côté de leur qualification, très très loin. Ils sont un petit peu remontés, mais voilà, ils partaient de beaucoup trop loin pour se qualifier en finale. Thomas Pradier et Jimmy Elias, eux, ont été finalistes, mais ils étaient aussi assez loin, on va dire, du top 10, du top 15. Donc on va espérer que les prochains week-ends seront meilleurs pour nos Français. Dans les catégories encore inférieures, un petit mot, même s'il il est français, mais il est surtout marocain et il court sous licence marocaine. Nail El Gaoudi a remporté, s'est imposé dans la catégorie mini, pilote vraiment à surveiller de très près pour les amis marocains qui me suivent, pas que ça soit sur Twitch, sur YouTube. Zane Burgess, ben justement, on en parlait en tout début de live, le jeune pilote Cadillac Andretti TWG du coup, voilà, qui s'est imposé dans la catégorie lui mini U10. Donc vraiment en dessous de 10 ans, voilà, c'est vraiment les bébés quoi. Il s'est imposé devant Sacha Miras y Munoz, pilote franco-espagnol sous licence française. Voilà, c'est la première fois dans un live que j'évoque un pilote né en 2016. Allez, né en 2016, voilà. Je... Né en 2016. Je passais mon bac de français, il y en a, il naissait. Bref, c'est pas très grave. Allez, je vous laisse avec les horaires de ce live, enfin les horaires du week-end qui seront postés sur Twitter et sur Blue Sky. Mercredi soir, vous voyez que le week-end commence dès jeudi dans la nuit. Euh, voilà. Attendez, la première séance compétitive, ce sera le vendredi à 5h10 du matin, avec la course décalée de la Formule régionale Océanie. Donc la course qui a été annulée à cause de la pluie torrentielle le week-end dernier, cette course aura bien lieu. Elle aura lieu le vendredi matin à 5h10. On aura aussi voilà, la qualification du Grand Prix de Nouvelle-Zélande. Une qualification qui marche comme en Formule 1 avec la Q1, la Q2, la Q3, avec les pilotes les plus lents éliminés à chaque fois. La Q1
va donner la grille de départ pour la course 1 et la qualification globale donnera la grille de départ pour le véritable Grand Prix de Nouvelle-Zélande à 4 heures du matin dimanche. Et on aura aussi évidemment à suivre tout le week-end l'UAE 4 et la Formule Régionale Moyen-Orient avec nos Français Andy Consani, Andrea Dupé et Jules Roussel. Bah, c'est pas possible puisque 2016 était il y a 5 ans enfin. Bah ouais, mais du coup, non, en fait, c'était il y a 10 ans. Enfin, après, lui, il a 9 ans en l'occurrence, mais ouais. Ouais, je sais que c'est assez dingue. Bon, écoutez, on ne dort pas. Bah, c'est vrai que, ouais, au vu des horaires, même l'UAE 4 et tout, c'est tôt le matin. Ouais, c'est tôt le matin. Ouais, comment ça, 5 heures du mat? Bah, en fait, le souci, enfin, le souci, c'est très bien, mais l'UAE 4 et la Formule Régionale Moyen-Orient, c'est en support de l'Asian Le Mans Series, donc c'est très chouette, ça veut dire qu'on aura une retransmission vraiment professionnelle. Et ouais, on aura une retransmission super pro, mais normalement, comparé aux caméras à 144 pixels qu'on pouvait avoir à Abu Dhabi. Mais le souci, c'est que bah, l'Asian Le Mans Series prend les créneaux préférentiels, et donc du coup, on se retrouve avec des courses à 5 heures du mat. Je vous avoue que moi, je vais faire dodo. Je vais faire dodo et je pense que je rattraperai en différé. Il n'y aura pas de live ce week-end. Non, il n'y aura pas de live ce week-end. C'est beaucoup. Je peux faire des lives nocturnes, mais il faut enfin, faut des choses un petit peu exceptionnelles comme à Melbourne. On continuera de faire live 2, live 3 à Melbourne, mais non, non, pour une manche classique du AE4 ou de Formule Régionale, non, je vais pas faire un live à 5 heures du mat. On verra, peut-être au Qatar, si Andy Consani joue le titre, je pense qu'on suivra ça quelle que soit l'heure, mais sinon, non, pas de live ce week-end, non, pas de live à 5 heures du mat. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live, c'était très chouette. C'était super chouette. Merci beaucoup de me suivre, de rendre le chat aussi actif. C'est toujours un plaisir d'avoir ce petit rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité, du week-end passé, de se projeter un petit peu sur le week-end à venir. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais voilà, normalement météo assez sèche tout le week-end, que ça soit à Dubaï, que ça soit en Nouvelle-Zélande avec un petit doute quand même sur le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, sur la dernière course du week-end où il pourrait y avoir un peu de pluie. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok et sur Blue Sky pour continuer à suivre l'actualité des formules de promotion. Moi je vous dis à très bientôt. Peut-être au prochain live on se retrouve avec un générique un petit peu actualisé avec des nouveaux dépassements. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et surtout un excellent week-end de course. Bye bye.